établi, tous les coups d'État qui ont été échoués là, ils ne pourront rien créer. Quels coups d'État n'ont pas fait? Pendant 15 ans, le monsieur l'a assis. Eux, vous le voyez parler, il ne parle pas. Lui, il ne court pas dans le sac. Lui, là, il ne court pas dans le sac. Je vous dis ça aujourd'hui. On va faire ceci, on va faire cela. Vous sortez avec vos menaces à la conne. Toujours vous qui sortez pour menacer les gens. On va faire comme ça, on va jatter personne, on va jatter les étudiants, on va jatter personne. On est fatigué de ça, faites de ma voix. Vous avez croisé garçon, faire coup faire. Là où vous cachez là, c'est là-bas nous on dort. Vous ne savez pas. Le gars là il parle pas. Chez nous on dit l'eau qui bouge pas, elle est plus dangereuse, c'est elle qui bouge. Et donc vous voyez que le il parle pas. Donc vous êtes là tous les jours, vous sortez seulement. Hein? Vous venez, le pays d'Amérique, je n'ai jamais vu un peuple, c'est-à-dire une partie qui n'aime pas la paix, qui n'aime pas sa patrie, quoi. C'est-à-dire qu'on en paix là, ça les fait mal jusqu'à fatiguer. Il faut qu'il y ait des froufrous. Moi, je ne sais pas comment eux ils raisonnent. Vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse. Parce que je ne sais pas, tu es dans ton pays, toi, ton propre pays là, tu ne veux pas qu'il y ait la paix là-bas. C'est comme tu es dans une famille, et quand dans la famille, il y a la paix, ça t'énerve. Et c'est comme ils sont. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils jettent le feu là-bas. Il faut que quelque chose arrive. Quand le pays avance, ça les fait mal parce que ce n'est pas eux qui sont au pouvoir. Mais Dieu vous a donné l'occasion de faire votre part. Vous n'avez rien fait. Vous allez dire qu'il y avait la rébellion. Pourtant, dans la rébellion, vous avez donné l'argent. Vous avez fait prêt. À Jean Chirac, vous avez donné de l'argent. Pourtant, à ce moment-là, le pays était divisé en deux. Vous avez eu l'occasion d'avoir de l'argent. Vous avez fait un prêt à un opposant de la France pour faire sa campagne. Pourtant, vous allez dire que le pays était divisé. Ça, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? On vous a pas laissé travailler, on vous a pas laissé travailler, on vous voyait comme on appelle, dans les rues princesses, on vous a pas laissé travailler. Hein? Maintenant, Gbagbo lui-même a dit quand il avait la bonne partie, là, il a fait quoi de la bonne partie? Quand le pays était divisé. Il a fait un discours, il dit qu'il avait la bonne partie. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il n'y avait même pas de route, même à Abidjan. Hein? Toujours, il y avait des glissements de terrain. On a vu, Dieu vous a donné l'occasion de faire comme vous n'avez rien fait, vous n'avez rien créé. Et quand on parle aujourd'hui, pendant 10 ans, on dit que le chute d'engrais, le chute d'engrais là, c'est pas beau. Pendant 10 ans, c'est un seul chute il a construit. Regarde le pays où ça va. Le pays a pris une vitesse tellement bien que vous, ça vous dérange. Vous êtes des démons, vous êtes des vampires, vous êtes des sorciers. Ça vous arrange pas. Il faut que le pays s'éloigne. Il faut que quand il y a un petit voyage pour papa a donné, il a déjà. Le monsieur, il commence à danser. Des gens qui aiment la mort. Des gens qui aiment le désordre. Dieu va vous donner ce pouvoir-là. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu va vous donner ça. Vous aussi. Quand tu entends les discours, parmi eux, ils sont haineux, remplis de haine. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ils sont remplis de haine. Ils vont sortir. Ils vont pas donner, non. Ils vont même pas dire merci quelque chose. Lui-même, il est quitté à la haine, il est venu là. Si les goudrons, s'il est passé là. C'est des goudrons. Lui-même, il est étonné. Il faut qu'il reconnaisse ça. Qu'il a échoué quelque part. Il dit à ses partisans, calmez-vous. Il ne peut pas le faire parce que ce n'est pas un homme de paix. C'est un homme de violence. Il est dans la violence, ce n'est pas aujourd'hui. Donc nous, là, on ne veut pas. Et puis Dieu même ne veut même pas. Il ne va même pas lui donner ce pouvoir. Son nom ne sera pas inscrit. Point barre. Son nom ne sera pas inscrit. Montez, vous allez descendre. Moi, j'ai dit merci à Dieu. Aujourd'hui, on a choisi le bon côté. Regarde, quand on a voté, on a fait les élections pour Papa Ado. Aujourd'hui, là, d'autres pensaient qu'on allait regretter. Aujourd'hui, moi, je ne regrette pas d'avoir voté ce type-là. Je ne le regrette pas parce qu'il y a une bénédiction sur lui. Ah, une bénédiction sur lui. Un homme qui ne parle pas, un homme ne doit pas trop parler même. Un garçon ne parle pas trop. Mais Gbagbo, quand il y a quelque chose d'autre, il dit, hey, je vois le dos de Nager. Hein, je vous vois venir. Il dit à ses partisans, ses ministres là, il dit que si le jour je tombe là, je vais aller tomber parce qu'ils faisaient des bêtises. L'argent qu'ils avaient pris pour faire des un homme comme ça là, vous voulez que quoi? Il voyait des choses. Mais faites avec Papa Ado. Aujourd'hui, il y a une concurrence dans les villes. Allez-y voir des villes, regardez les routes. Les gens font des faits de concurrence. Comment ils vont faire pour pouvoir que sa région soit bien? Hein? Quand Gbagbo était là, on était derrière, jusqu'à tout le monde nous dépassait. Attends, je vais vous dire quelque chose. Au Burkina, où il n'y a même pas bois de cacao là, peut-être c'est maintenant, Ibo Cacao a mis. Il est devenu les premiers producteurs de cacao. Okay. Il n'y a pas ça le cacao là-bas, c'est le jardin de quelqu'un, hein. C'est faux. Hein.
C'est faux. Ça vaut même pas, ça vaut même pas 10 mètres carrés. C'est faux, c'est des mensonges. Il n'y a pas de cacao là-bas. C'est des mensonges. Des pays vaut rien là. Ils nous dépassaient. Ce qui se passe, Mado, ce qui se passe, c'est la même politique qu'on a connue de 2000 jusqu'en 2010. C'est-à-dire qu'il y a des populistes, des mensonges, c'est-à-dire monter le peuple à bloc, ce qui n'est pas vrai. Il faut qu'on comprenne que c'est ça ce qui est, alors que c'était vrai. C'était faux, pardon. Tu comprends? En nous disant comme ça, en pleine crise, que non, tellement Dieu aime la Côte d'Ivoire, il y a Sauce Grain qui est sorti, il y a Cœur qui est sorti, ce qu'on appelle dans Sauce Grain à Yopougon. Il y a Lumière qui est sorti à la tête de la RTI. Maintenant, c'est l'éternel des armées qui va s'en mener. Bon, tu vois, ça, c'est pour faire endormir le peuple. C'est ça le populisme en réalité. C'est ce qui se passe en réalité au Burkina. Donc, tout ce qu'ils sont en train de montrer, ne vous attardez pas dessus. Continuez notre lutte, protégeons nos pays, protégeons nos gouvernements. C'est tout. Ceux-là, laissez-les dans les trucs. Eux-mêmes vont se lever midi chaud là pour dire, lui là, on en a marre de toi. Ne vous inquiétez pas. Parlons de notre pays, laissez-les dans les crues là-bas. Merci. Je dois parler, hein, depuis là, je suis là, je dois... Ok, attends, je vais dire, d'accord. Ok, seulement que soyons sereins. Voilà. Oui, attends, elle va chuter. Dès qu'elle finit, tu prends la parole. Okay. C'est pour dire que, pour chuter, ils ne peuvent rien créer. Babo, Dieu t'a donné l'occasion de devenir... Moi, je dis tous les jours que Dieu nous donne des occasions. Quand tu n'as pas d'argent, moi, je prends des amis, tous les jours, j'en parle à mes amis. Quand Dieu te donne l'occasion de devenir, tu cherches d'avoir de l'argent, Dieu te donne un jour l'occasion d'avoir de l'argent. Tu n'as rien foutu avec ça. Quand ça quitte dans ta mère, ça quitte. Et c'est ce qui est dans le cas de Babo là. Il ne pourra plus jamais venir dans ce pays pour devenir président. C'est fini. C'est là que je vais chuter. Merci. Vas-y, Kanaté. Kanaté, vas-y. Bonjour. Merci beaucoup. Merci, la maman Mado. La jolie femme Jeannette, maman Jeannette, la femme de fer. Vraiment, Andy, c'est toi et puis Ayédé que je dois poser la question, quoi, à vous deux. Mais celui qui peut me répondre, c'est bien. Par exemple, la politique ivoirienne, nous ne sommes pas des enfants aujourd'hui, vous êtes des intellectuels. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que ce que le discours que Babo a dit, vous regardez le discours de Babo, vous entendez. Mais le fond du discours, c'est ce qu'il faut regarder, ce qui est derrière. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Babo laisse à la Côte d'Ivoire? Parce qu'à 80 ans, c'est la question que moi je me pose. Mais je vous pose en même temps la question, vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Parce qu'à 80 ans, Babo tient ce genre de discours. Depuis 1990, il n'a pas laissé au fouet. Il n'a pas laissé la Côte d'Ivoire, il n'a pas laissé quelqu'un. La prison n'a pas servi ni rien. Ça veut dire que les enfants qu'il a laissés là, parce qu'aujourd'hui là, il y a des gens qui suivent Babo Laurent, c'est des gens qui ont 25 ans, 20 ans. Ils n'ont même pas connu Babo. Mais qu'est-ce qu'on la Côte doit devenir? Parce que c'est un virus qu'il a hérité à cette petite enfant. Henri Konan Bédié, c'est la même chose qu'il a fait. Après son départ, regarde comment le PDC est devenu. La seule chose qu'on décrit, maintenant, même nous qui sommes au RADP, nous prions Dieu, c'est pas le président Ouattara aujourd'hui que nous regardons. Moi, je parle prier, vous laisse la parole, hein, et puis on va développer un peu ensemble. C'est pas le président Ouattara que nous regardons aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pas ça qu'on regarde. C'est l'avenir même du pays et du RADP. Parce qu'après le départ, il faudra que le président Ouattara prépare une très belle équipe. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule personne qui peut gouverner la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est une équipe. Comme ce qu'on Fobani avait dit. Est-ce que tu comprends? Parce que moi, où je vois aujourd'hui la Côte d'Ivoire, je n'ai pas peur, mais je passe beaucoup. Parce que nous, on est à l'aventure. On va faire 20 ans, 30 ans. Un jour, on va rentrer chez nous. Quand on va devenir vieux, on est déjà même presque vieux, on va aller. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Nos enfants qui sont nés ici vont dire quoi? Pays de papa et quoi? C'est pas parce que l'Europe est mieux que l'Afrique. C'est parce que l'Afrique, là, ce qui manque à l'Afrique, c'est la paix. Sinon, en Europe, là, en politique, là, tout le monde détruit, tout le monde, pardon, j'ai dit, les gens volent un peu partout, même en Europe ici. Il y a des détournements en Europe, mais c'est un peu caché. Même un jour en Italie, un jour, j'ai dit à un Italien, j'ai dit, ah, chez vous, le policier, quand il siffle, là, ouais, il prend la chaise. Il dit, ben, qui t'a dit que chez nous, même ici, ça se fait, mais c'est caché. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Un Italien. Il m'a répondu là, qu'est-ce que tu parles chez toi là? Il y en a ici. C'est ici, c'est quitté pour arriver là-bas. Mais seulement qu'au plus le temps passe, les gens, comment on appelle ça? Ils ont modernisé ça. C'est devenu un peu plus chaud, ça ne se voit plus trop. C'est des gens c'est des pratiques qui se passaient ici. Maintenant, le discours que Babo Laurent tient, quand tu regardes des enfants de 20 ans, 25 ans,
qui suit Laurent Gbagbo, il ne savait pas ce qu'il suit. Parce que tout ce que quand Gbagbo dit, même si Gbagbo dit vous êtes vilain, il applaudit. Quand il dit vous êtes bête, il applaudit. Bon, on ne sait pas où on va. Qu'est-ce que nous laissons, que ce soit toi Andy, que ce soit M. Ayede, tout ça, tous ceux qui sont sur le planète. Voilà la question que je pose. Et j'ai même un point d'interrogation, je ne vais pas aller trop loin. Si vous me répondez, je peux vous parler d'autres choses. Je ferme mon micro. On va dire bonsoir au doyen Ayede en même temps qui nous prend en marche. Voilà, doyen Ayede, tu as le micro, hein. Vas-y doyen. Bonsoir à tous. Bonsoir Oui. Abidjan. En même temps, si tu peux répondre à la question des Kanaté, je ne sais pas si tu l'as comprise. Je l'ai pas comprise, mais bon, je suis Kanaté, tu peux la répéter très rapidement, s'il te plaît. J'ai dit, tu as écouté le discours de Laurent Gbagbo. Oui, quelques extraits. Voilà, quelques extraits, même pas trop, mais un peu. J'ai dit, la politique ivoirienne, où ça est là aujourd'hui là. Nous ne regardons pas ce que le président Ouattara fait. Nous pensons à l'avenir. Parce que nous sommes à Bengue ici. Mais nous, on est appelés à rentrer au pays un jour. Mais en rentrant là, qu'est-ce qu'on doit aller voir? Parce que ce n'est pas parce que l'Europe est plus belle que l'Afrique, mais seulement que le seul chose qui est en Europe qui est plus mondial, c'est la paix. Est-ce que tu comprends? C'est ce que le président Ouattara essaie de faire. Laurent Gbagbo, depuis 1990, il est dans la politique. Nous ne sommes pas des enfants. On l'a vu, tout. Mais aujourd'hui, en partant, Laurent Gbagbo, les discours qu'il tient, qu'est-ce qu'il retient? Parce que les enfants qui suivent Laurent Gbagbo, celui qui est trop âgé, il a 25 ans, 40 ans, 45 ans. Les enfants de 30 ans, 25 ans. En gros, Kanaté veut dire qu'est-ce qui va rester comme héritage politique, c'est tout. En gros, c'est ça. Alors, je pense que c'est suffisamment clair. Alors, Kanaté, tu n'es pas malheureusement avec nous ici à Abidjan, mais nous, on est là. Et je pense que c'est notre devoir de te dire exactement ce qui se passe sur le terrain. Vois-tu? Alors, moi, je vais d'abord vous dire qu'il fait un temps vraiment semi-couvert ici. Il est 14h46 à Abidjan. Vous savez, aujourd'hui, il y a un événement important qui s'est passé. C'est l'ouverture de l'échangeur du Grand Carrefour de Koumassi à la circulation. Et c'est une infrastructure vraiment de la même qualité que celle qu'on trouve au niveau du rond-point d'Akwaba, juste au niveau du Carrefour, quand on vient de l'aéroport, on vient de Grand Bassam, le pont et tout ça, où il y avait la belle statue Akwaba. Donc la seconde infrastructure qui crée encore quelques bouchons, elle est officiellement ouverte aujourd'hui. Donc les populations vont pouvoir donc bénéficier de cette fluidité-là, malheureusement qu'on espérait tous depuis un certain temps. Alors, quand on est sur cette belle infrastructure, cette belle route-là, qu'on appelle le boulevard Félix Houphouët-Boigny, on n'oublie pas de regarder à gauche, de voir sortir vraiment de terre la construction de la ligne 1 du métro. C'est-à-dire, tous ceux qui sont cette infrastructure-là, ceux qui sont à Abidjan vont vous dire. Donc, je suis en train de vous parler d'une ville qui se transforme, une ville qui est complètement en train de changer, qui se dote d'infrastructures pour faciliter le transit et le déplacement au niveau de la ville d'Abidjan. Si vous allez sur le boulevard Kofi Gado, qui est l'ancien boulevard de François Mitterrand, qui va jusqu'à Benjerville, tous ceux qui sont à Abidjan et qui connaissent bien cette voie-là savent qu'il y a beaucoup de travaux qui sont sur la voie. Et ces travaux-là avancent bien. On a eu l'échangeur de Faya qui a été ouvert. Donc ça permet de donner un peu plus de fluidité. Et puis ça montre surtout une ville moderne qui se projette vers l'avenir. Et je pense que c'est depuis cette très belle ville que je voudrais quand même vous donner mon sentiment. Par rapport à ta question, voyez-vous, moi je ne vais pas vraiment faire une analyse en m'appuyant des propos politiques qu'on attend ici là, mais te dire que on a la chance d'avoir à la tête de nos pays un monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara. C'est un président qui fonctionne comme un jouet d'échecs. Vous avez vu les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir en 2011. C'était des conditions extrêmement difficiles. Et vous avez vu comment il a réussi avec maestria à transformer cette difficulté-là et à faire de telle sorte que la Côte d'Ivoire continue d'avancer. Je voudrais quand même donner quelques repères. Vous savez, quand on a vécu la crise post-électorale qu'on a vécue, c'est pas évident de rapidement pouvoir remettre le pays au travail, mettre en place vraiment des programmes comme le PPU, le programme présidentiel d'urgence, pour très rapidement reconstruire les infrastructures de base et pour remettre le pays au travail. C'est une prouesse. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays à connaître des crises comme ça. Il y a plein de pays autour de nous, que ce soit le Libéria, que ce soit en Afrique centrale, le Congo et beaucoup d'autres pays. Mais ces pays-là ont connu des crises. Mais prenez le temps de voir comment les choses se sont passées dans ces pays-là. C'est là que vous allez saluer vraiment l'action du président Alassane Ouattara. Alors, par rapport à tout le bruit qu'on entend, et Kanaté, je voudrais vraiment te rassurer, hein, tu peux dormir tranquillement, parce qu'on a dans la tête du pays quelqu'un, comme je l'ai dit, qui est un joueur d'échecs.
il a aujourd'hui pris le temps. Vous savez, autour des élections, autour de 2020, on a eu des dialogues politiques qui s'est fait dans un cadre bien précis. Il y a eu en mars 2022, les conclusions la 5e phase du dialogue politique avec l'opposition, où ils sont tous convenus. C'est un document de 8 pages que tu pourras lire si tu vas sur Google. Où ils sont tous convenus que les institutions de Côte d'Ivoire sont en place et marchent correctement. Ça, c'est très, très important de se rappeler de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, quelles que soient les situations auxquelles un homme politique, une formation politique, un Ivoirien lambda est confronté, il doit pouvoir s'adresser aux institutions appropriées pour pouvoir trouver solution à son problème. Alors, quand on parle de là, qu'est-ce qui se passe? On a connu la crise de 2020 avec le CNT et tout ça. Le président Alassane Ouattara a pris le temps d'équiper les forces de police, de gendarmerie, les forces de sécurité. Parce que, comme on dit toujours, premier Gaou n'est pas Gaou. Aujourd'hui, c'est des jeunes gens qui sont extrêmement bien équipés. Tous ceux qui ont eu l'occasion de les voir en déploiement ici à Abidjan, vous voyez, que ce soit le GMI, que ce soit toutes ces polices spécialisées. Quand vous les voyez, vous-même, ça dit que quand vous mettez vos yeux sur eux, vous savez que ce n'est plus la police d'avant, ce n'est plus les forces de défense et de sécurité d'avant. On a des unités qui sont extrêmement bien équipées. Équipement d'abord de protection corporelle, équipement, c'est-à-dire en termes de mobilité, et puis équipement matériel pour pouvoir assurer ce qu'on appelle le maintien de la sécurité. Nous, au vu de tout ça, mais on ne peut que vraiment s'aligner pleinement sur les propos que le président Alassane Ouattara tient. Il dit les élections qui viennent vont se passer dans les meilleures conditions et que ce sera une élection qui sera ouverte et qui va permettre à l'ensemble des Ivoiriens le 25 octobre d'aller choisir les prochains présidents. Vous savez, le président ne prend pas des engagements dans le vide. Et nous qui avons eu la chance de le côtoyer depuis le début, depuis qu'il s'est engagé en Côte d'Ivoire, depuis 1990, on a eu la chance de voir son parcours. Nous sommes des témoins vivants et on peut vous dire que ce monsieur-là, quand il prend des engagements, croyez-vous, c'est pas des engagements comme ça qu'il prend dans l'air. Il prend très, très, très au sérieux la mission que les Ivoiriens lui ont confiée. Alors, au vu de tout ça, pour tout le bruit qui est en train de se passer là, mais moi je dis, mais écoutez, tous ceux qui ont envie de faire des manifestations, que ce soit le PDCI qui projette le faire à partir de mercredi, mais on est très serein, parce qu'on sait qu'on est dans un pays qui est extrêmement bien organisé. Les gens vont montrer, ils vont se rapprocher des forces de police et ils vont donner des forces de sécurité, ils vont donner les parcours, ils vont donner les informations qui sont requises par la loi pour pouvoir manifester. Parce que la Constitution donne la liberté de manifester. Mais Kanaté, je le répète, hein, nous on est ici à Abidjan, là, on est trop serein. Parce qu'on sait la personne qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Et on sait les moyens que ce monsieur-là a mis pour que cette Côte d'Ivoire-là, que sur les 322 462 km², il y ait la paix et la sécurité. C'est un engagement personnel qu'il a pris. Et quand tu prends pas le temps de voir ce qui a été fait, vous n'avez pas la chance de voir tout ça. Hein? Vous voyez pas ça. Nous là, nous on est ici. Nous on se lève ici là. Moi je me lève ici, je vais chez moi dans le Tchologo. Quand je vais dans le Tchologo, là, souvent, je vais jusqu'à Kong. Quand je prends la route, ça dit que tout le dispositif de sécurité qui a été mis en place pour sécuriser toute la dorsale de sécurité, depuis Bouna jusqu'à Wodéné, on voit tout ça, cette mise en place. Ça dit, aujourd'hui, là, c'est pas un président qui, lui, s'amuse pas, hein, les affaires de dos du nageur, tout ça, là. Tout ça, Alassane Ouattara, lui, n'est pas dans ça, hein. Il prend très, 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 très au sérieux la mission que les Ivoiriens. Lui, sa première mission, c'est d'apporter la sécurité aux Ivoiriens et à toutes les personnes qui vivent sur le territoire national. C'est un engagement qu'il a pris. Et croyez-moi, c'est un engagement qu'il va tenir. Ah, c'est pour cela que moi je dis que autant nous, en tant que militants de RHDP, on est extrêmement serein parce qu'on connaît l'homme, on sait un peu tout ce qui a été fait et tout ce qui est fait aujourd'hui là pour permettre aux forces de défense et de sécurité de pouvoir mener à bien l'ensemble des missions, que ce soit des missions de sécurité, que ce soit des missions de maintien de l'ordre, mais ils sont extrêmement, je vous assure, moi j'ai eu l'occasion de voir des unités de police. C'est-à-dire que l'époque où il y avait les GMI, tout ça, qui n'étaient pas bien équipés là, mais ça c'est terminé. Il faut avoir l'occasion de voir les unités d'intervention de la police aujourd'hui, là, en 2025, pour se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose dans ce pays avec l'arrivée du président Alassane Ouattara. Et ça c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour cela que je dis que autant nous, on est ici, on est extrêmement serein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, là, il y a un gros travail qui a été fait, et qu'aussi longtemps que les gens vont pouvoir faire les manifestations conformément à la loi, il n'y aura aucun problème. Ils pourront faire autant de manifestations, s'ils veulent faire des manifestations tous les jours d'environ. On a vu les gilets jaunes à Paris, là, ça, en France, ça a duré des années. Ils pourront les faire aussi longtemps qu'ils voudront. Mais cela n'empêchera pas que les Ivoiriens, dès le mardi, sortent chez eux, sortent de leur maison pour aller travailler. Parce que vous savez, le travail, c'est important. La Côte d'Ivoire doit continuer à travailler. La Côte d'Ivoire doit continuer à produire. La Côte d'Ivoire doit continuer à fonctionner. Et comme toutes les institutions marchent, mais les mesures seront prises pour que toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens qui veulent se lever paisiblement le mardi pour aller au travail, qu'ils puissent le faire comme d'habitude. Et je pense qu'un État responsable, c'est cela. C'est pour cela que, franchement, les gars, vous êtes loin.
Mais je vous assure, hein, vraiment, nous, on est ici, on est extrêmement serein. Vous savez, moi, j'avais prévu me rendre chez moi à Ferké parce que il y a le pré-congrès qui se tient aujourd'hui. Malheureusement, j'ai eu un empêchement, j'ai pas pu y aller. Voilà. Mais je suis quand même ce qui s'y passe. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, sur les 322 000 km², c'est des pré-congrès du RHDP qui se passent un peu partout, où on donne la parole aux militants pour qu'ils puissent de façon claire dire ce qu'ils espèrent du prochain congrès, le deuxième congrès ordinaire du RHDP qui va se tenir, comme vous le savez, le 21 et le 22 juin, le 22 de ce mois. Dans un premier temps, le premier jour, ça sera au parc des expositions de Port-Boué, et puis bien sûr, ça sera la grande fête et la cérémonie de clôture de tout cela. Ça sera le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 22, et ça va se passer où? Ça va se passer au stade olympique Alassane Ouattara, où on attend plus de 100 000 personnes. Voyez-vous? Et je pense que ce serait une occasion, au-delà de ce qui va se passer le dimanche prochain chez vous, en Europe, en Amérique, un peu partout, nous, on va faire une démonstration de force dans ce pays. On va montrer au monde la capacité de mobilisation du RHDP. On va montrer au monde que les Ivoiriens, que la grande majorité des Ivoiriens adhèrent au programme, à tout ce que le président Alassane Ouattara a fait au cours de ces 14 dernières années. C'est ça la réalité ici à Abidjan. C'est la sérénité. Monsieur Haïdé, Oui. pardon, je ne te coupe pas la parole, mais il y a un petit point. Tout ce que tu as dit, vraiment, je suis satisfait, mais pas tellement trop. Parce que je t'ai dit quelque chose qui est très important, qui est l'une de mes pensées, parce que un pays s'est construit avec ses enfants. Nous qui vivons là, toi, quand tu vas avoir, que Dieu nous donne longue vie dans nous tous qui sommes plus de 100 ans, quand on va finir là, on va partir, on va laisser nos enfants. Mais nos enfants là, qu'est-ce qu'on les laisse? C'est pas la haine. Alors, oui, je suis d'accord. Attends, excuse-moi. Les enfants qui sont là aujourd'hui, c'est ce que je t'ai dit au début, ils n'ont que 25 ans, 20 ans, 18 ans. Ils ne connaissent même pas Babou. Ils ne connaissent même pas Selon Diop. On les transmet la haine. Quand Bédier mourait, Bédier a laissé la haine. C'est ce que le PDC. Le PDC fonctionne la haine. Le tribalisme la haine. Mais Babou Laurent, ça c'est encore plus. Pour Bédier c'était le mal, mais pour Babou c'est le pire. C'est la Dieu qu'on vit. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Kamatou. Ok, merci. Attends, je vais répondre à M. Kamaté. L'éducation d'une population, ça repose aussi sur le président de la République. Actuellement, pourquoi ce que tu es en train de dénoncer par rapport à ce que Babou va laisser comme héritage politique, pourquoi ça ne prospère pas? Il y a quelqu'un au-dessus de lui, qui est aujourd'hui le président de la République, qui a une autre mentalité dans la gestion. Ça fait qu'aujourd'hui, tout cette tournée sur l'Internet, là, ça ne réagit pas en bas par rapport à quoi? Parce que l'Ivoirien a reçu une autre éducation. C'est vrai que ce n'est pas Abidjan, moi non plus, mais chaque voyage qu'il y a eu à effectuer en Côte d'Ivoire, en ce temps-ci là, j'ai vu que l'Ivoirien a d'autres esprits, il n'est plus dans cette haine-là. L'Ivoirien du Sud, l'Ivoirien du Nord, l'Ivoirien de l'Est, l'Ivoirien de l'Ouest ne se regarde plus en chaîne différence. Non, tout ça. Ce qu'on constate maintenant, peut-être sur les différents réseaux, les gens chialent partout. Non, c'est pas la réalité en Côte d'Ivoire. La réalité en Côte d'Ivoire, c'est que le président de Ouattara a réussi à mettre les Ivoiriens, tu comprends? Ce qu'on appelle, à l'impliquer, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, le travail, c'est-à-dire que chercher son pain de mie. C'est ce que le président Ouattara a réussi à faire. Et aujourd'hui, ça empêche l'opposition, dans son ensemble, de pouvoir percer. C'est-à-dire cette politique aérienne qu'ils ont depuis des années n'arrive pas à percer. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui où nous sommes là. Maintenant, tu nous as parlé que si tu vois que l'Europe est bien jolie de temps en temps, sinon il y a la corruption. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a la corruption en Europe, mais c'est des personnes voilées, je suis d'accord. Et que ce qui fait que l'Afrique en train, c'est quoi? Non, c'est seulement l'organisation. L'Afrique, on n'est pas organisé. Aujourd'hui, nous avons eu un président aujourd'hui qui est en train d'organiser nos systèmes économiques, défense, tout ce que tu connais. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est organisée en ce sens-là. Donc, ça veut dire que c'est que les mots qu'on connaît, la corruption, ainsi de suite, la haine, tout ça, on est en train de combattre tout doucement. Voilà, il faut que tu comprennes ça. L'héritage aujourd'hui que les Ivoiriens auront, aujourd'hui, après ce pouvoir de M. Ouattara, c'est que les Ivoiriens nouveaux vivront ensemble tranquillement. Et le vivant, il a dit. Farouk, tu as utilisé le mot que j'avais voulu développer. C'est en fait le concept d'Ivoirien nouveau. Je pense que Kanaté n'est pas là. Donc, les interventions du président sur ce concept-là, il les a pas certainement percutés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est une véritable doctrine. Parce qu'il s'agissait, par rapport à la crise dans laquelle on est sorti, c'est-à-dire donner une nouvelle vision des relations entre les populations, entre les Ivoiriens. D'où cette notion de Ivoirien nouveau. C'est tout un programme, hein. C'est tout un programme. Et aujourd'hui, là, les aspects visibles de cela, c'est quoi? C'est d'abord dire que, mais écoutez, nous sommes tous des Ivoiriens qui vivons sur 322 000 km². Les premières discriminations qu'on voyait, qui étaient que bon, il y avait des contrôles aux faciès, des policiers qui, hein. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ça, je peux te le dire, hein. Tu peux quitter Abidjan, tu vas aller dans n'importe quelle partie du Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tu peux te lever ici, là, prendre des cars, aller jusqu'à Tengrela.
Tu peux quitter Tengrela, prendre depuis Tengrela à l'extrême là-bas, et puis redescendre, aller jusqu'à San Pedro. Tu pourras faire tout le tour de la Côte d'Ivoire. Il y a certaines situations qu'on avait par le passé qu'on n'a plus. C'est-à-dire certains contrôles, parce que tu portes un tel patronyme, parce que tu fais ceci, des choses comme ça. Ça, c'est des choses aujourd'hui qui ne sont plus du tout visibles. Aujourd'hui, là, tous ceux qui ont eu la chance d'avoir affaire à la police nationale, moi, je vais te dire, moi, je suis allé au Ghana. Alors, la première fois que j'ai pris ma voiture, que j'ai traversé la frontière, je suis allé à Takoradi, et que quand je revenais, je vais jamais oublier cette image de la nouvelle police de Côte d'Ivoire. Quand j'ai franchi la frontière à Noé, j'ai été pris en charge par un sous-officier de la police qui est venu, qui a fait le garde-à-vous et qui a dit qu'il était là pour m'accompagner pour les formalités. Je te promets, je suis sorti de la voiture, je lui ai remis les pieds, je suis allé m'asseoir. Il a fait toutes les formalités, enregistrement de la voiture, blablabla, blablabla. La totale, il est venu, il m'a remis les pièces. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Ça dit qu'il y a des choses, hein, il y a des choses qui se sont passées, même au niveau de la mentalité des Ivoiriens. C'est des choses importantes qu'il faut quand même, qu'il faut relayer. Et cet Ivoirien nouveau là, c'est une partie de ça. C'est tout ça, en fait. Aujourd'hui, ça a été mis en avant. Ce qui a été mis en avant, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes une nation, on est en train de construire une nation qui a une mosaïque d'ethnie. On doit apprendre à vivre ensemble. Et je rappelle que le premier projet de société du RHDP, pour la période 2010-2020, c'était justement le programme de société, c'était le vivre ensemble. Et aujourd'hui, ce programme-là, il est toujours là. Tu pourras toujours aller sur Google, tu pourras aller le consulter. Et bien sûr, le second projet de société dans lequel nous sommes là, c'est la Côte d'Ivoire solidaire. C'est également sur une période décennale. C'est le projet de société qui a été revu à partir de 2020 et qui couvre la période 2020-2030. C'est la Côte d'Ivoire solidaire. Alors, donc tu vois que même les projets de société aujourd'hui là, qui sont mis en avant par le RHDP là, font sens avec les préoccupations que tu soulèves. Donc dans le vivre ensemble, ça a été mis en avant pendant 10 ans. C'est tout un programme. Tu pourras voir les piliers sur lesquels c'est bâti, tout ça. Et j'ai donné quelques aspects. J'ai donné par exemple aujourd'hui la facilité de se déplacer sur le territoire national, la facilité de s'installer partout. Tu peux être originaire de, je sais pas, de Tengrela, mais tu pourras t'installer, faire des affaires partout sur le territoire. Tu ne seras pas discriminé parce que simplement tu es de Tengrela ou bien ceci, cela. C'est cet ensemble c'est cette volonté de vivre ensemble là qui a été un projet de société, comme je l'ai dit, pendant les 10 premières années, qui a été mis en œuvre. Et aujourd'hui, les discours qu'on entend aujourd'hui de cette opposition-là, en fait, c'est un discours qui est à contre-courant. C'est leur incapacité à faire face aujourd'hui, à se regarder dans leur propre miroir. C'est-à-dire le miroir de leur propre turpitude. Parce que quand vous prenez un monsieur comme Thiam, alors, on donne l'impression que l'article 48, là, c'est le président Alassane Ouattara qui l'a rédigé. Il n'en est rien du tout. Alors, les autres qui ont commis des délits ou des crimes ici sur le territoire national et qui ont été persécutés, qui ont été poursuivis et condamnés pour cela, on veut forcément donner l'impression que c'est le président Alassane Ouattara qui a dicté même les décisions à des juges ou à des magistrats pour le faire. Voilà. Mais en fait, il y a aussi une logique qu'il faut aussi mettre ici en avant. Écoutez, quand vous avez eu des pouvoirs passés, qui passaient tout leur temps à vouloir influencer, à faire de telle sorte que certaines décisions soient prises. Je voudrais rappeler quand même ce qui s'est passé en 1994, quand le code électoral a été changé pour introduire le concept qu'il fallait forcément résider 5 ans de façon continue en Côte d'Ivoire pour pouvoir être président à 1 an de l'élection. Hein. Ils ont mis toutes ces dispositions-là simplement dans le but de pouvoir éliminer des candidats. Mais on a dépassé cela. Aujourd'hui, là, c'est ouvert. Et c'est pour cela que les gens qui sont là, cette opposition-là, ils sont complètement dépassés. Parce que eux-mêmes, puisqu'ils avaient l'habitude de certaines mauvaises pratiques, ils ont du mal à comprendre que le RHDP qui est aujourd'hui au pouvoir ne fait pas cela. Voyez-vous, c'est un peu cela. Et je pense que c'est une situation à laquelle il faut prendre conscience. Aujourd'hui, là, on a tous le devoir de pouvoir informer la jeunesse. Aujourd'hui, là, nos enfants, nous, en tant que parents, c'est à nous de pouvoir leur parler et de leur dire exactement toutes les crises que notre beau pays a traversées, et puis comment, ensemble, on doit continuer à construire cette belle Côte d'Ivoire-là. Une Côte d'Ivoire hospitalière, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens, quelles que soient leurs origines, vivent ensemble et de façon paisible. Voilà un peu ce que je tenais à dire par rapport à ce sujet-là. Merci. Merci. Pour ma dernière question, selon toi, même selon ceux qui sont sur le panel, combien de pourcents vous donnez si le président Ouattara serait candidat? On prépare tous le congrès. Alors, on prépare tous, les pré-congrès sont en cours, comme je l'ai dit. Moi, j'ai malheureusement pas pu aller chez moi dans le Togo. Alors, les pré-congrès se préparent. Alors, le dernier mois reviendra au président. Mais la base, elle va exprimer. Et si aujourd'hui tu as suivi, tu peux aller sur les réseaux sociaux, tu peux aller sur certaines vidéos de la télévision nationale, de la RTI chaîne,
tu verras un peu le compte rendu des différents pré-congrès. C'est-à-dire qu'on a donné la parole aujourd'hui aux militants du RHDP. Pour l'instant, c'est l'unanimité totale. Ils veulent que le président Alassane Ouattara soit à la tête du parti et qu'il soit le candidat à la prochaine élection. Aujourd'hui, c'est deux éléments qu'on retrouve pratiquement partout. Jusqu'à présent, toutes les régions qui ont déjà tenu les pré-congrès. Et je pense que c'est avec ces éléments-là qu'on ira au congrès le 21 et le 22. Et puis de ce congrès-là, on aura le fin mot de l'histoire. Hein? Alors, on va faire. Je vais parler comme le président de la commission électorale indépendante quand il a fait. Je vais dire 2 jours avant. 2 jours avant, il dit mais patientez 2 jours. Vous saurez. Moi, j'ai bien envie de dire mais écoutez, le congrès c'est dans 2 semaines. Hein? Le congrès c'est à peu près dans 2 semaines. Mais on va patienter. On va patienter dans 2 semaines pour voir exactement quel va être, comment ce congrès-là va se dérouler. Et puis on saura. Je vais dire déjà le 22. Je peux déjà te dire, hein, Kanaté, le 22, quand on sera en train de faire la clôture du congrès, hein, de ce congrès-là, au niveau du stade olympique Alassane Ouattara de Bempé, mais tout sera su. Tu comprends? C'est juste une question de patience. Et je pense qu'on va pas se mettre à faire des supputations. On est dans une logique, on est dans une dynamique au niveau du RHDP. On reste dans cette logique et cette dynamique. Et puis on attend tranquillement la fin du congrès qui aura lieu le 22. Merci. Merci, grand frère Aïdé. Andy, il y a Flavio qui veut monter là. Tu es là? Andy? Andy, tu es là? Mais Andy est fatigué, les gars. Alors, donc, Kanaté, vous avez fini votre série de questions, c'est ça? Il a fini pour le moment. Faut dire Andy n'a qu'à répondre, il n'a qu'à faire monter les gens là. Ouais, franchement, il s'est déplacé, je pense, non. Eh, Dame Ouattara, si tu es sur le panel, là, essaye de faire monter les gens. Il y a Flavio qui a demandé à monter. Ah, il est là. Kanouté. Monsieur Kanouté ou Madame Kanouté, je sais pas. Kanouté, vous êtes là? Ok. Bon, Flavio, je t'écoute, hein. Cher ami. Bonjour à tous. En fait, comment tu vas? Je vais bien. Et chez vous? Bonjour à M. Aïdé. Bonjour, ça va? M. Aïdé a gagné mon respect la dernière fois parce qu'il a dit la vérité. Donc, depuis lors. mais néanmoins, quand j'écoute M. Aïdé, la dernière fois, il a expliqué tout son parcours. Mais je pense que M. Aïdé s'est embourgeoisé et qu'il vit dans les hautes sphères de décision aujourd'hui. Et qu'il n'a plus prise avec la réalité. Parce qu'à chaque fois que je l'entends, mais je me dis, mais ce monsieur, il est dans un paradis, mais qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Je sais pas comment il fait pour avoir ce paradis avec ce optimisme. Tu es où exactement en Côte d'Ivoire? Non, dis-moi, tu es où exactement? Je veux savoir. Permettez-moi d'aller au bout. Non, je veux savoir. Non, dis-moi où tu es, parce qu'on va se rencontrer aujourd'hui. Si vous voulez me voir, on se donne rendez-vous, on va se voir à Abidjan, il n'y a pas de souci. Non, je veux, parce que apparemment là, je suis fatigué d'entendre la façon dont tu me dépeins. Il faut qu'on se voit. Non, mais c'est important pour toi. Monsieur Aïdé, quand vous parlez, tu es où en Côte d'Ivoire? Tu es où? Dis-moi. Monsieur Aïdé, attendez, laissez-moi juste dire. Non, s'il te plaît, réponds juste à ça. Si vous voulez, on va se voir à Abidjan. Je suis à Abidjan, il n'y a pas de souci. Non, il t'a demandé tu es où à Abidjan. Tu lui dis, je suis dans tel pays. On peut se donner rendez-vous, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, tu ne réponds pas à sa question. Il veut savoir où tu es. Je suis à Abidjan. Est-ce que tu es contre? Tu n'es pas d'accord pour ce qu'il dit d'Abidjan, parce que lui, il est à Abidjan. Maintenant, si toi, tu es à Abidjan, tu lui dis clairement, ah oui, je suis dans tel pays. Farouche, c'est pas ça. En fait, c'est pas tant dans la réalité de ce qu'il fait. Bon, ce qu'on va faire, va au débat, c'est tout. Laisse M. Aïdé. Le débat est là, on dit c'est mon. Voilà, c'est la bagarre. C'est un bon tonton. En fait, ouais, mais faut pas emmerder le tonton comme ça. Non, mais Farouche, pardon, permets-moi d'y aller. Ce que je veux dire, c'est que quand M. Aïdé parle, au fait, il distille la joie de vivre. Et il distille un certain bonheur qui existe en Côte d'Ivoire. C'est ça, en fait. Et c'est ça que je dépeins un peu. Parce que ça ne colle pas avec la réalité. Ça ne colle pas avec la réalité. Dans un pays qui forme 300 000 jeunes chômeurs par an, on ne peut pas avoir un tel optimisme. Je suis désolé. On ne peut pas avoir un tel optimisme. On peut me dire que des choses ont été faites. Mais prenons même les universités qui ont été construites. Chaque année, on a 120 000 bacheliers en Côte d'Ivoire. Toutes les universités qui ont été construites, les 4 nouvelles, avec aussi j'inclus l'université numérique là. Mais les effectifs qui rentrent dans ces universités-là, chaque année, ils ne valent pas 10 000 étudiants. L'essentiel de nos bacheliers sont dans le privé, dans des écoles de foire boutiques, avec des diplômes qui n'ont aucune consistance vis-à-vis du marché de l'emploi. Donc quand j'entends cet optimisme-là, mais permettez-moi d'être un peu surpris. Et puis regardez même la scène politique aujourd'hui. On vit la même chose qu'on a vécu en 1995, avec des candidats qui sont éliminés. En 2000, avec des candidats qui sont éliminés.
Donc cet enthousiasme-là, il est collé à quelle réalité? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai plusieurs fois écouté M. Haïdé. C'est énorme. Quand il parle, tu sais qu'il y a une connaissance derrière. Quelle est la source de tes 300 000 là? Je vais vérifier tout de suite. Tes 300 000 de chômeurs chaque année là. Tu peux me donner la source s'il te plaît? Alors, vous allez voir l'émission NCI 360 où l'invité était le ministre de l'Emploi. Et vous allez écouter donc le numéro 2 du mouvement politique de, comment il s'appelle là, d'Assali Tchemoko. Vous allez voir qu'il donne ces chiffres-là et le ministre ne les conteste pas. C'est qui donne? Non, attends, moi, écoute, tu sais, moi, je suis un chercheur. Il faut qu'on soit très précis. Pour moi, aujourd'hui, là, si quelqu'un passe à la télévision et qu'il me dit qu'il y a 300 000 chômeurs, là, hein, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai besoin d'une source officielle pour corroborer ça. Que ça soit une source du BIT, que ça soit une source du ministère de l'Emploi, en tout cas, une source gouvernementale qui permet de corroborer. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens peuvent monter puis dire n'importe quoi. Vous pensez que le gouvernement... que les gens disent. Alors, en tant que chercheur, s'il te plaît, je voudrais que tu me donnes vraiment de façon précise. Mais ne vous en faites pas. Je vous ai donné déjà. Non, écoute, moi, les émissions, tout ça, moi, en tant que chercheur, là, je peux pas prendre comme référence une émission de télévision. Je veux, parce que, écoutez, à l'émission de télévision, là, les données viennent de quelque part, monsieur. Oui, mais c'est ce que je veux vous répondre. Voilà, donc, donne-moi la source, s'il te plaît. Les 300 000, là, donne-moi la source. Je suis devant mon écran. Monsieur Haïdé, permettez-moi, je vous ai donné une référence audio, c'est-à-dire quelqu'un qui s'exprime, qui donne cette information. Vous voulez la source qu'il a citée. Donc, permettez-moi d'aller précisément sortir la source. Mais alors, il faut avoir la source et puis avant de monter sur les panneaux. C'est pas un mensonge. Non, parce que non, mais c'est important. Non, c'est pas un mensonge. Je suis serein parce que c'est donne la source. Je suis devant l'ordinateur. Donne la source. Je vérifie tout de suite. Monsieur Haïdé, si vous voulez trouver la source là, hein, vous écoutez l'émission et je vous dis, c'est le numéro 2 du mouvement de Tchemoko Assalé qui parle. Et la référence en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le gars qui est détenteur des chiffres, c'est le numéro 2. Il donne le document dans lequel, à partir duquel... Donnez donc, monsieur Flavio, donnez donc ce document, donnez les références. Je ne l'ai pas en tête, monsieur Haïdé, je ne l'ai pas en tête là. Au fait, mais quel est l'intérêt de monter sur des panels? Attends, donc quel est l'intérêt de monter sur des panels et de venir diffuser des informations quand tu es incapable d'en donner la source? Non, c'est incapable. Écoute, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut qu'on soit un peu plus structuré. Je pense qu'on est quand même suffisamment sérieux et on est sur le panel de Andy. Monsieur Haïdé, vous n'allez pas me discréditer parce que... Non, mais en fait, moi j'ai aucun problème. Moi, je vais simplement vérifier une source. Je suis actuellement devant mon ordinateur, je vais vérifier une source. Et pour moi, une émission n'est pas une source. Je suis désolé. Excusez-moi. Si je vous dis tout à l'heure là, 10 plus 10, vous allez me dire évidemment 20. Vous n'allez pas me demander de faire toute la... Je ne vais pas vous demander de faire toute la démonstration. Pour moi, c'est une information qui est tombée dans le domaine public que vous avez. Donc, je n'ai pas la source exacte là, mais je vous dis, c'est une information qui est exacte. Donc, bon, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous trouver et tu peux aller faire les recherches pour trouver la source? Laissez-moi m'exprimer. Quand tu vas monter la prochaine fois, la seule discipline que je te demande, c'est que tu puisses sourcer l'information. Même si elle a été reprise par quelqu'un d'autre. En permanence, quand on parle, avoir toutes les références. Mais, monsieur, aujourd'hui, là, si tu veux que moi je te parle du stock de la dette, la Côte d'Ivoire, en ce moment-là. Non, mais c'est votre domaine. Si vous parlez de votre domaine aussi. Voilà. C'est-à-dire que si tu veux, en fait, mais écoutez, on est sur des panels là. Il faut quand même qu'on soit suffisamment. Mais c'est pas un mensonge. Si c'est pas un mensonge, donne-moi la source pour que je puisse vérifier le chiffre. Donne-moi la source pour que je puisse vérifier. Je suis devant mon ordinateur. Donne-moi la source. Bon, monsieur, vous pouvez me permettre d'y aller. Je ne fuis pas le panel. Avant la fin de ce panel-là, dès que j'aurai coupé, c'est-à-dire dès que j'aurai fini de parler, je vais vous fournir la source. Donc, soyez tranquille par rapport à ça. Je tiens à vous rassurer. Moi, je fais l'effort de ne pas me tromper à l'insu de mon propre gré. C'est-à-dire, quand je donne une information, je fais l'effort d'avoir soucié l'information, d'avoir une idée de l'information avant de la répéter. Donc, je vous dis, c'est une information qui est exacte. Comme vous voulez la source, je vous la fournirai. Donc, laissez-moi poursuivre. Et puis ensuite, voilà, je vous donnerai. Je ne vais pas descendre. Et je m'engage donc à vous fournir la source de cette information. Je vais même vous montrer en vidéo, la vidéo audio, et puis je vais aller jusqu'à sortir l'article où c'est écrit exactement et vous les donner. Donc, soyez rassurés par rapport à ça. Et sur ce même, je m'arrête là parce que vous tentez de me discréditer. Flavio, vraiment, c'est pas la peine. Alors, Ado 2050. On t'a dit de parler sur Baga, là, tu veux nous donner les sources. Baga que vous voulez commencer là, c'est ça, on n'a pas besoin de sources ici. Andy, tu es là?
Ado 2050. Mais les gars, personne ne veut parler ou bien. Comment ça? J'appelle les gens, ils disent rien, grand frère. Non, mais en fait, il faut que la parole tourne. C'est ce que je dis là, Ado 2050. Et Ado 2050, tu es là ou pas? Il faut faire tourner. Ouais, il vient de monter là. J'ai appelé Kanouté, il ne répond pas. Ado aussi ne répond pas. Ben, Flavio, tu as monté, tu as donné une information là. On t'a demandé de donner les soutiens là, tu tournes avec les gens. Bon, si on t'a fait descendre, c'est toi-même. Hein. Parce que tu viens de donner une information. Le gars n'est pas d'accord. Il dit il faut envoyer sur la source des sachets. Tu étais incapable. Donc, on comprend que tu ne veux pas en réalité discuter, c'est tout. Ado 2050, tu es là ou pas? Pardonnez, bonjour à tous. C'est moi qui l'a fait monter. Ouais. C'est moi qui l'ai fait monter. Et ensuite c'est moi qui l'ai fait descendre. Parce que ce monsieur, quand il vient toujours, il va vouloir parler d'abord avant d'envoyer la source. Et quand il finit de parler, il s'en va. Donc aujourd'hui là, s'il n'a pas la source, c'est pas la peine qu'il vienne nous embrouiller ici. Parce que je suis fatigué de lui. Donc vous pouvez continuer, il reste là. Merci mon frère. Alors, Flavio, t'as entendu? Donc, on te demande la source de tes informations. Je suis là, je vous écoute. Dès que j'aurai l'information, j'aurai la source, je vais vous la donner. Je ne suis pas très précis. Mais Flavio, pourquoi tu ne peux pas venir la source là avant de venir faire ton speech là? L'information qui est vraie. Donc, je suis non, quand tu veux donner l'information, il faut être prêt à tous les niveaux. Parce qu'on va te poser des questions. À 2050, je parle du principe que c'est une information qui est tombée dans le domaine public. Donc, je n'ai pas la source sur moi là. Mais moi, je ne suis pas très... Et tu as reçu cette information de qui? En 2025, laisse-moi chercher. Dès que je l'ai, je vous fais bon, cherche. On te laisse le temps de chercher. Voilà. Parce que la carabistouille là, c'est la fin. Désormais, c'est la fin. On va pas laisser ça nulle part. C'est dans le temps des paroles. S'il vous plaît, ne descendez pas, s'il vous plaît. Parce que je vais vous sortir les informations. Non, ne descends pas, mais il ne faut pas rester longtemps. Le sympathie, il y a un mois qui veut monter. Hein. Si tu restes longtemps en pause, on va te descendre. Voilà. Ok. Ceci étant dit, voilà, le bagarreur Laurent Gbagbo, c'est de lui il s'agit. Non, mais toujours dans le Dagbashi. Mais vous savez, ne nous trompons pas. Monsieur Laurent Gbagbo est en train de faire du Laurent Gbagbo. Voilà, on le connaît. Et il connaît son terminus. Son terminus, dans la politique ivoirienne, là, il sait c'est qui. T'as pas un enfant, il finit boule d'attiquer. En 90, là, qui a mis fin à son désordre, là? Son désordre qu'il a organisé, et qui avait pour but de faire une insurrection populaire face au régime du père fondateur, là. Qui a mis fin à ça? Qui a tué le puissant dans l'œuf? C'est bel et bien Alassane Ouattara. Donc, Gbagbo Laurent sait que son terminus, là, c'est celui qui est au pouvoir, là. Donc, son Dagbashi, là, on est habitué à ça. Il va crier, on va se battre. Depuis lui, tout ce qu'il connaît là, c'est combat. Combat où tu sors toujours perdant là. Tu n'as pas laissé un jour pour te reposer. Combat où tu ne gagnes jamais. Le seul combat il a gagné, c'est face à Guy Roubert. Guy Roubert n'est pas un politicien. Il connaît quoi de la politique. Non, il a enroulé dans la farine. Et puis il est venu, lui faire harakiri. Mais il sait qu'Alassane Ouattara, là, quelqu'un qui parle 2 fois dans l'année, on voit ses dents 2 fois dans l'année. Est-ce que c'est avec un homme comme ça, lui va jouer? Il sait. Voilà. Mais comme ces militants aiment bien qu'on les chauffe à blanc, qu'on tienne des propos guerriers, pour montrer que oui, c'est le Woody. Quelqu'un était premier ministre, il t'a foutu en prison. Tu étais président, il allait te prendre dans ton palais, il t'a mis en prison. Lui, le pouvoir, toi, tu vas l'inquiéter, quoi. C'est du Dagbashi. Voilà, on est habitué à ça, mais ça ne passera pas. Aujourd'hui, les Ivoiriens aspirent au bien-être. Les Ivoiriens savent que le pays est sécurisé, le pays est tranquille. Voilà, le développement, là, c'est clair, c'est factuel. Voilà, les Ivoiriens, même dans les plus grands, dans les hameaux les plus reculés, les Ivoiriens savent dans leur majorité, à part ceux qui ont leur cerveau en location au Bénin, les Ivoiriens dans leur majorité savent ce qui est fait actuellement. C'est de ça il s'agit. Voilà, c'est de ça il est question. Le reste là, c'est du verbiage creux. Voilà, ce sont des propos propagandistes.
juste pour distraire l'opinion. Sinon, en réalité, lui, M. Laurent Gbagbo, mais depuis en Côte d'Ivoire, il se promène. Il jouit de sa rente viagère. Il se la coule douce avec sa nouvelle femme. Il s'est même remarié. Mais un pays qui est en crise là, lui, il peut se permettre tout ce luxe-là. C'est parce qu'il est rassasié qu'il tient ces discours-là. C'est parce qu'il a en face de lui un homme de paix. C'est parce qu'il a en face de lui un homme de paix. Sinon, où il est là, si on le prend, le fout en prison là, Poul ne va pas quitter sur ses yeux. Je répète, si on prend Gbagbo Laurent tout de suite, il est 15h23. À 15h30 là, on le prend, le fout à la maca là. Aucune poule ne va quitter sur ses yeux. Il n'a qu'à dire merci à Alassane Ouattara. C'est de ça on parle. Le simple fait d'avoir préservé sa vie en 2011 là, il doit toujours remercier Alassane Ouattara. Il n'était pas obligé. Est-ce qu'il était obligé de dire aux soldats de préserver la vie de Laurent Gbagbo, de lui porter gilet par balle pour être conduit au golf? Il n'était pas obligé de le faire. Il pouvait laisser les choses se faire naturellement. On va dire, bon, pendant la guerre, l'ex-président a pris balle, il a succombé à ses blessures. Ça va aller où? Ça va aller où? Nulle part. Vieilli est mort, c'est parti où? Donc lui ici, il est mort là, ça va aller où? Ou bien s'il était mort, ces militants allaient demander qu'il soit ressuscité. Sans ça, il n'aurait pas la paix. Non, arrêtez de distraire les gens. Moi, je dis toujours, on a tous la chance d'avoir un homme d'État à la tête de ce pays-là. C'est le président Ouattara. On a cette chance, cette grande chance-là, de l'avoir comme président. Profitons-en dès maintenant. Pour corroborer les dits de Kone Katina, félicitons nos héros de leur vivant. Mais pas des héros putschistes, pas des héros, des soi-disant héros qui déstabilisent leur pays, qui sont incapables de sécuriser leurs concitoyens et qui vont s'en prendre à des pauvres présidents dans leur palais qui sont élus démocratiquement. Ce n'est pas de ces héros-là que je parle. Je parle des vrais héros, tels que le président Alassane Ouattara, voilà, qui nous a apporté la stabilité, qui nous apporte le développement, qui nous apporte la santé, qui n'a que pour objectif le bien-être de ses concitoyens. C'est de ça qu'on parle. Il parle de Gbagbo Laurent, il parle de pantalon, il parle de slip. Est-ce que ça c'est quelqu'un, il a perdu le réseau il y a longtemps. Voilà, il a perdu le réseau. Il est en train de chercher ses repères. Oh, monsieur Ali, fermez votre micro. Ali Doumbia. Modérateur, ferme le micro du monsieur là. Qui est le modérateur même? Ah, ok. Bye bye. Voilà, il n'est pas concentré. Il ne suit pas en classe. Donc, il n'a qu'à aller dehors. Donc, je vais chuter rapidement pour dire que, pour me résumer, M. Laurent Gbagbo, en réalité, il ne peut plus rien créer. Voilà. Mais comme ces militants sont chauds, ils sont chauds à blanc, voilà, il doit les entretenir. Voilà, pour ne pas qu'on lui aussi, on vienne le traiter de traite. Voilà. Il suffit qu'ils disent quelque chose qui va dans le sens de la paix, et tout de suite, ils vont se retourner contre lui pour le traiter de traite, pour dire qu'il a vendu la lutte. Voilà, comme il n'a pas envie de se faire insulter, voilà pourquoi il entretient cette communication moribonde là, voilà, qui ne sait en réalité pas. Voilà, il n'a pas le choix. C'est quelqu'un qui a toujours pris en otage par son entourage. Voilà. Après, les mêmes vont dire c'est pas Gbagbo Laurent, c'est Kone Katina. Non, c'est pas Gbagbo Laurent, c'est Nadi Bamba. Non, c'est pas Gbagbo Laurent, c'est Stéphane Kipré. Ça là, on est habitué à ça. C'est quelqu'un qui n'a jamais été responsable. C'est quelqu'un, tous les jours, c'est lui, ce sont ses proches qui sont les coupables. Lui, il est blanc comme neige. Voilà. Donc, il est en train de les entretenir. Sinon, en réalité, M. Laurent Gbagbo, même si, quel que soit le courage, le peu de courage qui lui reste là, il n'aura pas l'audace de dire aux jeunes d'aller dans la rue. Sinon, il pouvait le dire hier. Il pouvait lancer son mot d'ordre depuis hier pour dire, à partir de lundi, prenez la rue, descendez sur tout l'étendue du territoire. Mais pourquoi il n'a pas fait? Il dit on va se battre. C'est au futur, ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans 50 ans. Donc tout ce qui est au futur là, nous on ne fait rien avec.
Voilà, le juge va lancer son mot d'ordre là, des désordres là. Ce jour-là, ça sera lui aussi sa fin. C'est clair. Voilà, ça sera sa fin politique, certainement sa fin physique. Ça c'est clair. Le juge va lancer son mot d'ordre de désordre là. En tout cas, il va subir les conséquences. Ça c'est clair. On va même pas. Le chef du gouvernement et le porte-parole du gouvernement a été clair. Et le président aussi a été très clair là-dessus. Le désordre ne sera pas toléré. Aucun désordre ne sera toléré en cette année 2025. Voilà. Si vous n'êtes pas sur la liste et que vous ne pouvez pas proposer de plan P, allez vous asseoir, payez des cahiers de 1000 pages et puis prenez note. Prenez note. Voilà. Le président Ouattara va vous montrer comment on dirige un pays. Et puis vous allez corriger vos lacunes. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, il n'y a pas son chien, il n'y a pas son chat qui peut créer des ordres dans ce pays-là. Et puis on va s'asseoir pour les regarder. Non, on va chasser Ouattara. On va chasser Ouattara. Les moutons de Ouattara, ils sont beaucoup, hein. Les moutons de Ouattara, là. Moi, je préviens l'opposition. Les moutons de Ouattara, là. Ils sont nombreux. Cette fois-ci, là, on vous a dit, s'il y a pas, on ne va pas mettre affaire d'armée dedans. On va dire police, gendarmerie. Parce que vous pensez que oui, c'est l'armée qui va tirer sur vous. Et puis on va dire Ouattara en train de vous tuer. L'armée, là, on va leur dire, reposez-vous. Vos matraques, vos lacrymogènes, là, mettez ça de côté. Entre nous-mêmes, la militants, opposition et puis RADP, là, on va se faire ça colo-colo, fa dans la rue. Celui qui va sortir vainqueur va aller prendre le palais. C'est de ça que nous on parle. Vous m'avez une affaire contre l'armée et puis vous allez provoquer les corps habillés. D'autres vont peut-être tirer vous sur vous, il y aura des blessés. Oui, Ouattara est en train de tuer la population. L'armée ne va pas intervenir. Ça sera entre militants. Et puis on va aller se mesurer. Si vous avez pu nous vaincre là, vous allez aller prendre votre palais là. Et puis vous allez chasser Ouattara. Mais si on vous a vaincu aussi là, vos leaders là, en tout cas, ils vont entendre parler de la politique de très loin. Voilà, peut-être depuis le cimetière. Mais on ne va pas faire cadeau à quelqu'un. Voilà. Prenez ça comme des menaces, enregistrez, allez balancer où vous voulez. Mais ce que nous on dit là, si ce n'est pas par des élections là, tout ce que vous allez tenter là, on va vous mater. Et ça ne sera pas du jeu. En dehors des élections, tout ce que vous allez essayer de faire, qui sera des actes de violence là, on ne va pas vous faire cadeau même. Voilà, on ne va pas vous caresser. 2020 là, vous avez fait fort. Vous avez brûlé les bus, vous avez brûlé les véhicules des gens, vous avez barré les routes. Il y a des cas qui ont fait des accidents, il y a eu des morts d'hommes. Vous pensez que 2025 là, on va vous laisser? C'est-à-dire que celui qui va prendre tronçonneuse pour rentrer en Bourse, il est là coupé bois là. En tout cas, il sera enterré là-bas. Sous l'arbre là, mais qu'il est en train de couper là. C'est là-bas, ils vont faire son enterrement. On va pas vous faire cadeau, hein. De toute façon, vous êtes prêts là. Nous, on est 10 fois prêts. Et puis on est assis, on vous attend. Voilà. Je chute par là, merci. Excusez-moi, je peux parler là, vu que je suis au boulot là. J'ai pris un peu de temps pour venir. Qui est le modérateur même? C'est Dame Ouattara. Dame Ouattara, tu es là? Je suis là. André est un peu occupé. Oui, je parle rapidement. Vas-y, très rapidement, vas-y. Donc là, je vais vous faire écouter une vidéo du puissant homme, M. Ouattara. Donc, sincèrement, en ce temps, il était dans l'opposition. Mais regardez comment il parlait de M. Laurent Gbagbo. Donc, on va écouter, c'est une vidéo de un instant. On va écouter à nouveau Laurent Gbagbo parce qu'une autre source de dispute, on l'a dit, et on s'en est aperçu ici, Babila, sur ce plateau lors de nos débats, eh bien, ce sont les origines de la crise. Chaque camp se renvoie la balle. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Et les preuves surabondent. Les preuves surabondent ses propres déclarations, les déclarations de ses amis. Les preuves surabondent et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision en France. Je suis aujourd'hui parce que, comprenez-nous bien, moi, je n'attaque pas quelqu'un pour ce qu'il est.
J'attends quelqu'un pour ce qu'il fait. Parce que les faits laissent toujours des traces. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire actuel qui est l'auteur du coup d'État qui a envoyé Konan Bédié à l'exil. Et quand Guy Robert devait assurer la transition pour son compte, quand il a vu que Guy Robert s'installait, en septembre 2000, il a fait une autre tentative de coup d'État contre Guy Robert. C'est ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc. Souvenez-vous, il ne faut pas que les Ivoiriens oublient d'où nous venons. Nous venons de loin et le 28 novembre, nous devons mettre fin à ce parcours chaotique, violent, qui est sur notre chemin. Monsieur Alassane Ouattara, vous avez écouté le candidat Laurent Gbagbo qui va apporter les preuves lors du face-à-face que vous aurez très prochainement. C'est dans 48 heures, je l'attends avec beaucoup de patience. Vous n'êtes pas inquiet en attendant cela. Non, mais je me demande, mais pourquoi il a... Pas un meeting, peut-être non, mais il n'avait qu'à introduire donc une enquête et donner les résultats aux Ivoiriens. À 48 heures de notre débat, mais vraiment, je veux avoir du respect pour la fonction du chef de l'État. Autrement, j'aurais dit c'est un comédien. Et j'aurais dit plus que cela, mais je ne veux pas être discourtois. Il faut arrêter. On ne peut pas. Le 24 décembre, c'est Alassane Ouattara. Quelles sont les preuves? Aucune. J'étais en France, j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État qui se déroulait. Et après cela, je suis rentré dans mon pays. Il dit qu'il a les preuves. Pourquoi il n'a jamais donné les preuves? Il dit qu'il y a des déclarations. Oui, il y a eu des déclarations. Moi, je suis un homme honnête. J'ai fait des déclarations, mais lui, il en a fait aussi. Et il était à Libreville, Laurent Gbagbo. Le président Bongo lui a donné un avion pour l'amener à Lomé. Et de Lomé, il est allé à Yamoussoukro. Les uns et les autres doivent se souvenir que le président Bongo était un grand ami à moi. Et de Yamoussoukro, il est rentré par la route et il a commencé ses manœuvres habituelles. Laurent Gbagbo n'a qu'à arrêter de dire des mensonges, pardonnez-moi. Ce n'est pas dans mes habitudes de traiter un de mes compatriotes de la sorte. Mais il n'a qu'à arrêter de dire des insanités, des choses sans preuve. Il y a des faits et des traces. Mais s'il y a des faits et des traces, pourquoi il n'y a pas eu une enquête pour dire voici les faits, on arrête Alassane Ouattara? Parce qu'on a des actes, on a des éléments précis qui démontrent qu'il a fait le coup d'État. Rien. Pendant 8 ans. La transition pour son compte. Vous avez vu déjà en Afrique quelqu'un faire un coup d'État pour le compte de quelqu'un d'autre? Alors, et en plus de cela, je dis, qui a manipulé le général Gueye quand il était aux affaires? C'est Laurent Gbagbo. Tous ses conseillers militaires, juridiques et autres étaient du FPI. Et nous avons quitté, après 4 mois, nous avons quitté la transition militaire. Parce que nous n'étions plus d'accord avec la manière dont les choses se faisaient. Moi, je voulais une transition démocratique. Eux, ils ont organisé une transition manipulée. Ils nous ont exclus de l'élection présidentielle. Le président Bédié et moi. Il sait bien que si nous avions été candidats, il n'aurait jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, écoutez, il faut qu'on termine. Vous lui avez donné la parole justement, indirectement. Donc, je voulais dire la transition pour le compte d'Alassane Ouattara. Qui a fait la transition avec le général Gueye pendant toute la période? C'est lui, ce n'est pas moi. J'ai dit, nous sommes arrivés en janvier. Et en avril, nous étions en désaccord, nous avons quitté le gouvernement de la transition. Lui, il a continué avec tous ces éléments importants du FPI, étaient dans les postes clés. Finances, budget, commerce, ceci, cela. Alors, écoutez, pauvre général Gueye. Et après ça, ils vont l'assassiner. C'est quand même très grave de mentir aux Ivoiriens de la sorte. Moi, je l'attends jeudi soir. Je souhaite que le débat du jeudi soir soit modéré, soit vraiment un débat civilisé. Mais s'il s'amuse à sortir des insanités de ce genre, je suis désolé, il m'entendra. L'autre aspect de son intervention, c'est... Donc là, on a bien entendu. Hein. Donc ce monsieur... Mon président, là, il pique fort. Le président Ouattara était dans l'opposition. Mais regardez comment il parlait à Gbagbo qui était président de la République. C'est pour dire que Gbagbo, là, il peut rien. C'est un plaisantin. Ce monsieur-là, je sais pas, c'est nous qui lui accordons assez d'importance. Gbagbo n'est rien aux yeux du président Ouattara. Il le traite de comédien. Donc, à un moment donné, il faut prendre quand même de la hauteur.
Moi, je ne sais pas, quand vous faites des panels là, vous donnez trop de crédibilité à M. Laurent Gbagbo. Il est insignifiant. Il est pratiquement à quelques, on va dire, à quelques mois de sa retraite politique. Et c'est ça qui est la réalité. Là, aujourd'hui, le président Ouattara va, c'est fini pour Gbagbo, on n'en parle plus là. On va tourner la page. Une nouvelle génération après le président Ouattara va venir s'installer. Et la Côte d'Ivoire, cette nouvelle Côte d'Ivoire là, va continuer de briller. C'est de ça qu'on a besoin. Mais sincèrement, moi, j'en ai marre. Hier, j'ai écouté le discours de M. Laurent Gbagbo, j'ai rien retenu. En aucun moment, il parle de l'avenir de la jeunesse. Il n'en a rien à foutre. Lui, il vient juste pour régler ses comptes. Il est rempli de haine. Il n'a que ça dans son cœur, la haine. Mais à un moment donné, il faut prendre quand même conscience de ça. En 2010, il y a eu plus de 3000 jeunes. Généralement, les 3000 morts là, ce sont des jeunes qui étaient remplis d'avenir, qui voulaient faire plaisir à leurs familles. Malheureusement, ils ont été manipulés par le pouvoir de Gbagbo. Et en 2010, on a vu qui se battaient dans les rues d'Abidjan. C'était les forces de Soro Guillaume et les jeunes miliciens mercenaires de Gbagbo qui se battaient. En aucun moment, M. Ouattara n'est associé à cela. Donc là, quand on me dit non, Gbagbo est revenu de la CPI, mais qui est le coupable? Le coupable, là, moi, sincèrement, la CPI doit revoir le procès. On doit également envoyer Soro Guillaume et les jeunes miliciens de Gbagbo là. Ce sont eux les vrais coupables de la crise de 2010. C'est eux qui ont tué des gens. C'est la réalité qu'elle a. On a tous vécu à Abidjan. Comment les jeunes patriotes miliciens de Gbagbo brûlaient les gens avec la TIR-125. À Yopougon, ça sentait des morts, des gens qu'on brûlait vifs. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de salir le président Ouattara. Ils n'ont aucune preuve, ils salissent ce monsieur depuis des années. Mais à un moment donné, ça suffit. On en a marre. Gbagbo, sa retraite politique est dans quelques mois. Et là, on ne va plus parler de lui. C'est fini. Mais figurez-vous même que hier, le grand Gbagbo qu'on connaissait, l'homme qui haranguait les foules. Mais regardez, en plus, c'était un week-end. Il y a eu combien de personnes? Gbagbo ne fait plus rêver. C'est une réalité. Aujourd'hui, Gbagbo est fragilisé. Mais vous savez, hein, quand quelqu'un également, il n'a plus d'espoir là, ce sont ces derniers cris qui sont là. Sinon, il n'y a rien. Il est manipulé aujourd'hui par quelques cas du PPACI. Parce que sans Gbagbo, ils ne peuvent pas accéder encore au prestige qu'ils avaient avant. C'est ça qui est la réalité. Gbagbo aujourd'hui est manipulé. Parce que quand on entend Gbagbo, il parle de sa rente viagère, tout ça là. Ce sont les propos d'un retraité. Ce sont les retraités qui parlent de sa pension de retraite, tout ça. De sa petite femme, tout ça. C'est un projet de retraite que Gbagbo nous parle. Malheureusement, il est manipulé par ces cadres-là. Sans Gbagbo, là, eux, ils ne peuvent pas briller. Bon, c'est quand même dommage, mais ce qu'il a sémé, là, c'est ce qu'il récolte aujourd'hui. Moi, c'est depuis des heures que je vous suis, je suis au boulot. Vous savez, au Canada, on n'a pas trop cette possibilité de parler avec le téléphone, tout ça. Mais là, je suis rentré tranquillement à la maison et puis j'essaie d'intervenir. Mais sincèrement, c'est malheureux. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui là. Soutien au président Ouattara, on est avec lui également pour 2025. C'est son dernier mandat. Après cela, il va nous également, il va donner sa bénédiction également pour un autre candidat. Et c'est ça, c'est cette Côte d'Ivoire qu'on veut. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la 9e puissance économique en Afrique. C'est du jamais vu. Et ça, l'avenir de la Côte d'Ivoire est encore plus prometteuse. Sincèrement, merci et puis bon live à vous. Merci infiniment le frère. En tout cas, tu as tout dit. La vidéo même que tu as fait passer, l'audio que tu as fait passer, vraiment, ça m'a donné froid dans le dos parce que, voilà, je crois que c'était lors du face à face. Et le président, je pense que c'est là même que le président Ouattara a battu Laurent Gbagbo dans les urnes ce jour-là, lors du face à face. Parce que tous les militants, les sympathisants de Laurent Gbagbo en son temps ont été déçus. Ils ont été déçus tellement le président Ouattara l'a laminé sur tous les plans. Quand ils sont rentrés dans le côté économique, même non, c'était pas la peine. Gbagbo, il ne faisait que tutuber, il ne savait même pas comment placer un mot. Donc, vous voyez que ces deux personnalités, c'est le jour et la nuit. Voilà, moi je dis toujours, Laurent Gbagbo a été une calamité pour la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est une malédiction pour la Côte d'Ivoire. Je pense que Laurent Gbagbo, c'est une épreuve, voilà, est une épreuve pour les Ivoiriens et pour l'ensemble de tous les fils et filles de ce pays-là. C'est une épreuve pour nous,
Parce que c'est le seul homme politique qui n'aime pas quand il y a la tranquillité, qui n'est pas à l'aise avec la tranquillité du pays. Quand le pays est tranquille là, non. Lui, il n'est pas à l'aise avec ça. Voilà, il faut qu'il ait des troupes et puis on dise que c'est Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo. Parce que il veut qu'on parle de lui, surtout en mal. Voilà quelqu'un qui ne veut pas qu'on parle de lui en bien. Toujours en mal. C'est lui qui crée, c'est lui qui est à la base des troupes. Voilà, quand c'est comme ça, il est content. Voilà quelqu'un hier qui fait un meeting et qui ne parle que de lui du début à la fin. Qui ne parle que de lui. Moi Gbagbo. Voilà, moi un fils authentique. Tout ça là. Mais à aucun moment, comme le frère vient de le dire, il n'a parlé de ceux-là même qui sont sacrifiés pour lui hier. Il n'a même pas le courage de citer le nom. Il traite Bleu Goudé de etc. Pendant que le jeune a fait la prison avec toi, il a fait la prison pour toi. On a vu comment il a défendu ton régime ici. Hein? En sacrifiant la vie de milliers d'Ivoiriens. Avec cette histoire, leur combat qu'ils sont allés mener avec l'armée française, on connaît la suite. Mais Laurent Gbagbo ne s'est même pas indigné de tout cela, de tous ces sacrifices-là. Il est prêt encore à faire sacrifier d'autres jeunes, pendant que lui, sa famille, lui, ses enfants sont en sécurité. Vous voyez, à un moment donné, c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui doivent être très lucides. Ceux qui se reconnaissent en lui, qui doivent être lucides, et puis se dire que le monsieur là, vraiment, je pense qu'il est temps qu'on tourne la page de Laurent Gbagbo, parce qu'il ne peut rien apporter de bon aux Ivoiriens, si ce n'est que la violence, la bagarre. C'est quelqu'un qui aime la bagarre. Mais comme je l'ai dit tantôt, son terminus là, c'est Alassane Ouattara. Et il le sait, il est conscient de ça. Voilà. Mais il est juste en train de faire du bruit. Maintenant, les Ivoiriens inconscients qui vont le suivre, qui vont aller dans la rue se faire massacrer, demain il va dire non, c'est pas à cause de moi, vous êtes morts. Voilà, comme il a dit au peuple guéri. Il dit qu'ils ne sont pas morts à cause de lui, mais plutôt à cause de leur terre. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est ingrat, foncièrement ingrat, il est égoïste. Il ne pense qu'à lui, il s'en fout des autres. Il s'en fout de ce qui peut arriver à ces jeunes, à cette jeunesse promoteuse-là. Cette jeunesse que le président Alassane Ouattara est en train de construire, des universités, des écoles, des lycées techniques, rien que pour leur avenir, pour leur éducation là. Ces jeunes-là, M. Laurent est prêt à les sacrifier. Rien que, d'après lui-même, pour sauver son honneur, pour laver son honneur, il est prêt à sacrifier d'autres jeunes. Donc, tant pis pour ceux qui vont vouloir se faire sacrifier, tant pis pour ceux qui ont décidé d'être les moutons de sacrifice de Laurent Gbagbo et sa famille. En tout cas, si c'est la voie qu'ils ont choisi d'emprunter, il n'y a pas de problème, on va les accompagner tranquillement et gentiment dans cette voie-là. Mais en tout cas, en tout état de cause, ils ne pourront rien crier, ils ne pourront rien faire au régime du président Alassane Ouattara, qui est un régime basé sur du factuel, et un régime qui est basé sur le développement, voilà, l'avenir du peuple ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on ne va pas se laisser distraire. Voilà, le jour ils vont créer leur chien-lit là, ils vont nous trouver dans la rue et puis on va se mesurer les muscles. S'ils arrivent à nous battre, la voie du palais leur sera grande ouverte et puis ils vont aller prendre le palais. Mais dans le cas échéant, ils n'ont qu'à dire adieu à la politique parce que c'est même pas ceux qui soient de ce monde pour parler encore de la politique. Voilà, je m'arrête par là. Grand frère Aidé, si tu as un mot, voilà, tu peux prendre la parole. Maintenant, si Flavio est prêt pour sa démonstration, voilà, il peut prendre la parole également. Merci. Ok, d'accord. Voilà, donc je disais qu'aujourd'hui, il y a un événement important qui se passait, je l'ai rappelé. C'est le pont, l'échangeur du Grand Carrefour de Koumassi qui s'ouvre officiellement aujourd'hui. Je pense que c'est un grand moment pour tous ceux qui sont à Abidjan Sud. Alors, vous savez, Abidjan Sud, la circulation a été difficile malgré l'ouverture de l'échangeur d'Akwaba. Alors, donc, il y avait un goulot d'étranglement dans la circulation sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, l'ancien boulevard Valéry jusqu'à Destin. Et ce goulot d'étranglement, c'était justement les travaux qui se déroulaient au niveau de ce grand carrefour-là. Alors, ce pont a une histoire parce que il a été financé entièrement par le MCC, le Millennium Challenge Corporation, qui est
un financement sous forme de dons qui est donné par les États-Unis. C'est pour cela, il y a 2 jours, vous avez vu que c'était le ministre de l'équipement, le docteur Amédée Kouakou, et l'ambassadeur des États-Unis qui était venu visiter un peu l'ouvrage. Les gros travaux sont finis. Il y a encore des travaux de finition et c'est à cette occasion que le ministre a annoncé que c'est aujourd'hui, dimanche 8, que cette infrastructure, que le pont allait s'ouvrir pour permettre donc aux Ivoiriens de pouvoir circuler un peu plus facilement. Alors moi, quand je suis allé au Sahara la dernière fois, pendant la semaine passée, évidemment, ça bouchonnait hein, et les bouchons étaient essentiellement donc au niveau de cet espace-là. Alors je pense qu'à partir d'aujourd'hui, j'aurai certainement l'occasion de passer par là pour voir un peu comment les choses se passent après l'ouverture aujourd'hui. On saura et je ne doute pas un seul instant que à partir d'après-demain, quand le travail va reprendre, tous nos amis qui habitent l'autre côté à Abidjan Sud et qui viennent vers Abidjan Nord pour travailler en l'occurrence au plateau pourront, je l'espère, profiter en fait de la nouvelle fluidité que ce boulevard va offrir. Vous voyez, c'est cette Côte d'Ivoire au travail que nous nous contentons simplement de rappeler aux Ivoiriens qui vivent ici. Parce qu'aujourd'hui, les infrastructures, je l'ai dit, la ville d'Abidjan a complètement changé. Moi, aujourd'hui, là, je mets au défi les personnes qui sont là, en l'occurrence Flavio, qu'ils puissent nous dire si, effectivement, au cours des 14 dernières années, la ville d'Abidjan n'a pas changé en termes d'infrastructure, en termes de facilité de déplacement. Et ça, on le doit à qui? On le doit à qui? On le doit au président Alassane Ouattara. Parce que c'est un monsieur qui a une vision pour la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il travaille pour que voilà cette ville-là, qui est vraiment l'une des villes les plus importantes de la sous-région, puisse offrir toutes les facilités aux travailleurs en termes de mobilité. Vous avez, il y a plein de projets hein, sur la mobilité urbaine. Il y a plein de projets qui ont été structurés et qui ont permis tous ces travaux de modernisation de la circulation de votre Abidjan. Qui ne se souvient pas de l'Indénié, hein, le carrefour de l'Indénié. Je veux dire ça, c'est des c'était des grosses taches noires pour tous les régimes qui sont passés par le passé. Vous saviez, quand il pleuvait, cette zone était complètement inondée, elle était complètement impraticable. Mais aujourd'hui, vous savez quoi? Quel que soit et croyez-moi, les pluies, on en a connu, hein, quelle que soit l'intensité des pluies, cette zone qui a été complètement refaite, ce rond-point qui a été complètement refait, il est aujourd'hui un espace de fierté, même dans les averses les plus fortes. Vous savez que vous pouvez circuler là, vous pouvez faire la jonction entre le plateau, Cocody, sans problème. Et on le doit, une fois de plus, au président Alassane Ouattara pour sa vision. Alors, moi, à la limite, je voudrais qu'on puisse discuter, que ce soit Flavio, ou bien que ce soit toute cette opposition, au-delà le sujet même qui est aujourd'hui l'objet de ce panel, qui est en fait les propos incendiaires et belliqueux qu'on entend de la part de cette opposition. Alors, au-delà de ça, je pense que c'est que les Ivoiriens l'attendent. Parce que vous avez vu tous ceux qui sont partis au meeting d'hier, ils sont restés les oreilles ouvertes pendant toute la durée du meeting, en termes de propositions, en termes de pouvoir projeter la Côte d'Ivoire, faire rêver les gens pour pouvoir dire que nous, en tant que parti, voilà ce qu'on peut faire. C'était zéro. Il y avait absolument rien à attendre d'eux, dans tous les cas. Ils sont tous dans une logique belliqueuse. Et cette logique belliqueuse, comme je l'ai dit, mais elle aura la réponse appropriée. Parce qu'aujourd'hui, là, nous avons aujourd'hui un pays qui fonctionne normalement, qui a ses institutions qui marchent, qui a aussi ses forces de défense et de sécurité qui sont extrêmement bien entraînées, extrêmement bien équipées et qui sont capables de faire face à toutes les menaces liées au maintien de l'ordre ou bien toute autre menace. Et je pense que ce qu'on attend simplement de toutes ces forces régaliennes là, c'est qu'elles puissent faire leur travail. Au cas où certaines personnes penseraient que on peut venir faire le désordre et puis faire la chienlit dans les rues d'Abidjan. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays au travail et la Côte d'Ivoire doit continuer à avancer. Certaines personnes ne sont pas sur la liste électorale. J'ai l'impression que ça semble être une surprise depuis hier ou avant-hier. Quelle menace on n'a pas entendu ici? On nous a dit que voilà, si à telle date, si telle personne n'est pas sur la liste électorale, la terre allait certainement s'arrêter de tourner, ou bien que la Côte d'Ivoire n'allait plus être la Côte d'Ivoire. Nous sommes là. On attend avec impatience le mercredi. Je pense que nos amis du PDC ont promis une démonstration à partir de mercredi jusqu'à l'inscription de leur champion sur la liste électorale. On verra comment cela va se dérouler. Hein. On est tous impatients d'être vraiment au mercredi parce que ça sera le premier jour après ce long week-end que nous avons tous eu. On verra comment tout ça va se dérouler sur le terrain. Bon, nous, en tout ce qui nous concerne, on va se lever comme on le fait toujours les autres jours ouvrables. C'est se préparer, s'habiller et puis prendre la route, aller travailler pour ce beau pays. Permettre à ce pays de continuer son cheminement vers le progrès. Parce que c'est ce travail-là qui permet à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Nous sommes maintenant devenus une puissance et aujourd'hui, nous devons continuer à consolider cette position et permettre à la Côte d'Ivoire de monter même dans le classement. Être la 9e économie au niveau africain, c'est pas mal. Hein, mais aujourd'hui, tout faire pour rentrer dans les top 5 des économies les plus importantes du continent africain, c'est ça l'ambition de la Côte d'Ivoire. Et puis c'est une ambition qui n'est pas cachée. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est une ambition qu'on peut retrouver dans les différents plans
nationaux de développement. Il y a aujourd'hui des objectifs qui sont assignés et on travaille à atteindre ces objectifs-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, hein, par rapport à ce débat où, bon, je crois que Andy a fait fort en mettant cet enfant qui porte une culotte, hein, et qui caractérise un peu vraiment la pensée de beaucoup de gens. Dès que vous finissez, je pourrais donner quelques... Qui caractérise un peu le sentiment de beaucoup d'Ivoiriens qui disent qu'il y a on a une certaine opposition qui a des gros caleçons, il n'y a rien dedans. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire cela. Moi, je dirais simplement qu'à dire que nous sommes dans un état de droit avec des institutions qui fonctionnent. Et ça, je pense que c'est ce que on ne cessera de répéter. Et je vous l'ai dit ici plus d'une fois. Vous voyez, cette opposition n'est pas à une contradiction près. Elle veut des choses, mais elle ne pose pas les actes dans le sens d'avoir ce qu'elle veut. Et ça va toujours être un des paradoxes que moi, j'aurais toujours du mal à comprendre. Vous avez une opposition qui est au niveau du Parlement, qui est le pouvoir législatif. Donc, toute cette opposition a l'initiative de la loi. Elle peut faire des propositions de loi. Elle peut proposer des changements, même dans le code électoral. Si elle estime qu'elle veut qu'il y ait un audit, par exemple, de la liste électorale, je sais pas, peut-être dans un cycle électoral de 5 ans, si elle veut un audit chaque cycle électoral de 5 ans, il y a des choses qui peuvent se faire. Mais vous avez constaté avec moi, quelle modification, quelle initiative a été prise par cette opposition qui est bien présente au Parlement dans ce sens? Zéro. Ils préfèrent s'asseoir, plutôt faire des conférences de presse. Faire des conférences de presse et puis menacer. Alors, donc moi, je continue de le dire. Hein. Je veux dire que les institutions ici fonctionnent. Elles fonctionnent vraiment au grand. Et vous savez, le président Alassane Ouattara, j'aime toujours le décrire comme un joueur d'échecs. Il tire les leçons des situations qu'il vit lui-même avec l'ensemble des Ivoiriens. Vous avez vu la crise de 2010-2011. On a tous vécu ça ici. On a vu comment c'était douloureux, comment c'était pénible. Et puis ensuite, on a vécu encore la crise de 2020, où l'opposition n'a pas trouvé mieux plutôt que d'aller à l'élection. Aujourd'hui, vous aviez des candidats comme le président Bédier qui était qualifié. Vous aviez des candidats comme le président Afin Guessin qui était qualifié. Ils ont préféré, parce que vous les entendez souvent dire que non, que le président Alassane Ouattara s'est choisi un candidat et que c'était Kakabé pour aller à l'élection. Mais ils n'ont pas le courage de dire que les deux personnes que je viens de mentionner là étaient bien qualifiées pour l'élection. Mais ils étaient plutôt partants pour une autre solution qu'on appelle le CNT. Ils préféraient une structure parallèle, sans élection, et qui allait maintenant prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, puisqu'ils avaient été conseillés par un génie militaire qui leur promettait qu'il avait tous les leviers militaires en main et qu'il était capable de vraiment réaliser ce rêve-là pour cette opposition. En 2020, à quoi avons-nous assisté? Mais à une désobéissance civile, avec les morts que cela a entraîné, avec les destructions des biens des personnes, avec des gendarmes qui ont été déjà dans des conditions horribles, avec des enfants malheureusement qui ont été décapités dans ce pays. C'est des scènes horribles. Cela s'est passé ici. Voyez-vous, le président Alassane Ouattara, comme toute la classe politique, devrait en réalité tirer de fortes leçons de tout cela. Et les fortes leçons qu'on a tirées de ça, c'est que ça là, premier Gaou n'est pas Gaou. Et aujourd'hui là, les mesures sont prises pour que le mercredi là, et comme tous les autres jours qui vont suivre jusqu'au samedi 25 où on fera le rang pour aller choisir le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire, mais que les Ivoiriens puissent continuer à aller au travail tranquillement, qu'ils continuent à travailler pour le développement de ce pays. Ceux qui voudront par des méthodes autres perturber ce cycle-là, mais feront face à la réalité, à la dure réalité de la loi. Voilà. Alors, vous avez écouté cette opposition hein, qui est en train de crier partout, oui, on veut s'asseoir pour discuter, et que maintenant on est en train de dire c'est plutôt le parti au pouvoir qui ne veut pas discuter. Mais je les renvoie quand même aux conclusions du dialogue, la 5e phase du dialogue politique entre le pouvoir et puis les forces de l'opposition. Ce rapport-là, il est disponible. C'est un rapport de 8 pages que vous pouvez trouver sur Internet. Vous pouvez le lire, vous pouvez voir un peu les principales conclusions de cette discussion-là. La principale synthèse est disponible. Et c'est ça, la réalité aujourd'hui. Et c'est pour cela que, en réalité, moi, surtout par rapport à tous les sympathisants et aux militants du RHDP qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, soyez tranquilles. La Côte d'Ivoire est solidement entre de bonnes mains. Les mains du président Alassane Ouattara. C'est un monsieur qui prend toute la mesure de la charge, qui sont les siennes en termes de sécurité sur l'ensemble du territoire national, en termes de sécurité de l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens et même des autres frères qui vivent avec nous sur ce territoire national. Sa mission, c'est d'assurer jusqu'à la fin de son mandat cette fonction régalienne
Les autres, ils ont dit qu'ils ont vu le dos du nageur dans ce pays-là avec nous. Ils ont vu le dos du nageur et on sait comment c'est fini. Mais le président Alassane Ouattara, j'aime bien le répéter, c'est un joueur d'échecs. En fait, lui, il n'a pas le temps de laisser, de voir le dos du nageur dans la piscine et puis se dire que voilà, les choses vont se faire. Il prend les mesures idoines. Et aujourd'hui, nous qui sommes ici à Abidjan, nous qui avons la chance de voir les unités de police et de gendarmerie aujourd'hui qui sont impliquées dans le domaine du maintien, du maintien de l'ordre. On sait comment ces gens-là sont occupés. On voit les véhicules que les gens utilisent. On voit les équipements de protection individuelle que ces forces-là utilisent. C'est bien la preuve que le président Alassane Ouattara a pris toute la mesure de la nécessité d'être prêt et d'être prêt même aux situations les plus extrêmes. Et c'est ça, un État sérieux. C'est ça, un chef d'État conscient de la mission qui est la sienne. C'est d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnes qui vivent sur le territoire national. Donc voilà un peu, ça c'est mon sentiment personnel par rapport à tous ces propos qu'on entend ici et là de cette opposition, en réalité qui n'a rien à proposer à la Côte d'Ivoire, qui n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Nous on est prêts depuis 1 an et demi pour ces débats-là, on est